Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue d'articles. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un article qui est sorti tout récemment, donc en 2022, d'Arnaud Bouju et de Benjamin Boller, d'une équipe canadienne de Montréal, qui s'intitule sur l'apport de la réalité virtuelle à l'intervention cognitive chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou à risque. Alors, dans cet article, on va voir un tout petit peu beaucoup les avantages qu'il y a à utiliser la réalité virtuelle, que ce soit en diagnostic, mais surtout en prise en charge de type remédiation. Quel est l'avenir justement de ces technologies dans notre profession et pour pouvoir avoir un tout petit peu quelles peuvent être les clés pour justement améliorer nos prises en charge par la suite. Première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle a rendu possible la réalité virtuelle aujourd'hui dans notre pratique. C'est surtout l'évaluation et l'entraînement des capacités cognitives en situation écologique. C'est-à-dire que de manière très simple, on peut enfin être au plus proche des activités du quotidien de nos patients, tout simplement en utilisant la réalité virtuelle, parce qu'elle a rendu ça, d'un point de vue technologique, possible. Dans la réalité virtuelle, il y a différents éléments qui sont importants à prendre en compte, notamment le sentiment de présence et la sensation d'immersion qui, eux, peuvent moduler les effets de l'entraînement. Donc c'est l'un des importants, ou un des premiers défis, et donc ça va être de traduire les effets de l'entraînement en réalité virtuelle sous la forme d'un bénéfice fonctionnel dans la vie quotidienne de nos malades, de nos patients. En tout cas, la réalité virtuelle, elle pourrait plutôt être utilisée pour promouvoir et mesurer le transfert des bénéfices cognitifs générés à la suite des interventions au niveau de la capacité à réaliser des activités proches de la vie quotidienne. Un des points les plus importants de cet article, c'est cette question que la technologie elle est intéressante pour l'évaluation et l'intervention cognitive en raison de sa capacité à simuler des environnements naturels tout en permettant de contrôler les conditions de façon expérimentale. On a donc à la fois un fort contrôle expérimental et une forte validité écologique, chose qui a déjà été énormément demandée et qui a donné naissance à la neuropsychologie 3.0. La réalité virtuelle est une technologie qui pourrait aider à augmenter la validité écologique des évaluations et des interventions cognitives. Par exemple, si on met le patient dans un environnement virtuel beaucoup plus dynamique, en fait, cette technologie, elle le rend possible par la réalisation d'activités cognitives, surtout. C'est ça qui est important, et sensorimotrice, pour interagir avec une diversité infinie, on va dire, de stimuli virtuels. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que la réalité virtuelle, aujourd'hui, elle nous permet tout simplement de faire des tâches écologiques cognitives, et non pas simplement d'imaginer des tâches non dynamiques, statiques, pour essayer de voir comment la personne, elle fonctionne, mais pas dans son quotidien, mais dans une tâche spécifique. Il y a deux gros défis qui sont importants à prendre en compte. Déjà, ça va être le défi technologique. Est-ce que c'est faisable? Quel va être l'usage? Et les moyens dont on dispose, même si aujourd'hui, la réalité virtuelle devient de plus en plus abordable. Et aussi, tous les défis autour du cybermalaise, cybersickness. Alors, maintenant, tout ça, ça se diminue avec des technologies de plus en plus performantes, mais surtout avec certains types d'approches, tout ça, ça peut également être tout à fait diminué. Alors, les auteurs disent bien qu'il y a un enjeu essentiel dans le développement des outils d'évaluation des capacités cognitives en réalité virtuelle, c'est de savoir en fait si ces outils ils vont refléter le concept qu'ils sont censés mesurer. En d'autres termes, c'est donc pour vérifier si les performances obtenues à ces outils sont corrélées aux performances des tâches que mesurent les concepts théoriques similaires. En gros, est-ce que ce que je fais en VR, c'est à peu près la même chose que ce que je fais en papier-crayon ou que mon résultat en papier-crayon est corrélé à mon test en VR? Donc, est-ce que les scores en réalité virtuelle sont corrélés à des épreuves classiques? Tout simplement. Et en fait, après, il faut également regarder tout ce qui est faisabilité, cybermalaise, etc., etc. Un des points extrêmement importants dans la réalité virtuelle, c'est la possibilité de pouvoir évaluer les répercussions, le handicap d'une atteinte cognitive sur le fonctionnement de la personne dans une activité quotidienne ou proche de celle qu'elle réalise. Un exemple tout simple, est-ce que finalement, est-ce que je peux mesurer une difficulté à traverser la rue si mon patient il a telle ou telle pathologie?
C'est-à-dire que je vais pouvoir évaluer la répercussion de son atteinte, sa pathologie, dans le fonctionnement d'une activité proche de celle qu'il fait quotidiennement, à savoir par exemple traverser la rue. Alors ça c'est bien, c'était pour toute la partie évaluation. Maintenant, sur la partie entraînement, rééducation, remédiation, peu importe, les auteurs ils ont montré qu'il y avait des études, ou en tout cas des résultats qui suggèrent qu'un programme d'entraînement en réalité virtuelle est susceptible de générer davantage de gains cognitifs qu'un entraînement en face à face ou avec des méthodes classiques, et que les approches traditionnelles, donc classiques, peuvent être plus appropriées si l'objectif de l'intervention est d'améliorer le sentiment d'auto-efficacité et la métacognition. En gros, ce que ça veut dire, c'est que on améliore davantage le fonctionnement cognitif en utilisant la réalité virtuelle qu'avec des programmes d'entraînement face à face ou classiques traditionnels, sauf si on veut bien évidemment travailler sur un fonctionnement théorique de la fonction cognitive. Si par exemple je veux améliorer l'empan, la seule façon de pouvoir le faire, c'est de faire un peu du drill et de réentraîner cet empan, essayer de le faire progresser au fur et à mesure. Pour avoir ce sentiment d'auto-efficacité, de se sentir plus efficace, sans forcément avoir cette question de tiens, je vais dans mon quotidien, comment ça se répercute. Par contre, le fait de travailler en papier-crayon, par exemple, pourrait également favoriser la métacognition. Là où la réalité virtuelle, elle permettrait justement de diminuer le besoin de métacognition en faisant des choses plus pratico-pratiques. La question qui est centrale aussi, c'est la question du transfert. Alors, au-delà d'améliorer la performance cognitive, à certains tests après une intervention cognitive, donc une remédiation cognitive classique, l'objectif de tout clinicien en neuropsychologie qui prodigue une intervention est de générer un bénéfice fonctionnel direct dans le quotidien du patient. Ça, c'est ce que les auteurs ont écrit, et moi je trouve ça particulièrement juste dans le sens où, en fait, on n'est pas là pour rééduquer ou pour améliorer les performances d'un test. On est là parce que nos patients ils ont des problèmes, des handicaps, des répercussions dans leur quotidien. Et trop souvent, on voit il s'est amélioré au test. Ok, super. Mais dans son quotidien, comment ça se répercute? Il ne faut pas oublier que les problématiques de nos patients, elles sont en dehors de l'hôpital. Elles ne sont pas dans notre service, pas dans notre bureau. Nous, dans notre bureau, on a une fenêtre sur leur fonctionnement, un certain fonctionnement, qui est peut-être pas le leur en vérité. Et donc du coup, on passe à côté de plein de choses. Et donc si on fait une intervention dans le but d'améliorer cette fenêtre, on ne sait pas ce qui se passe autour. Donc c'est pour ça que ça pose un peu problème, cette question du transfert, c'est que si j'ai une amélioration des fonctions cognitives sur mon bilan, sur mes tests, quid du transfert? Et en fait, il y a très peu d'études qui sont parvenues, donc là encore une fois, c'est ce que disent les auteurs, qui ne sont pas parvenus à mettre en évidence que l'amélioration des performances observées dans les tâches entraînées en réalité virtuelle se transférait sous forme de gains cognitifs dans la vie réelle. L'utilisation de la réalité virtuelle, elle offre une nouvelle approche plus pertinente pour résoudre le problème de la généralisation des effets de l'entraînement cognitif et de leur transfert dans des situations réelles. En fait, la réalité virtuelle, elle pourrait être utilisée pour mesurer le transfert des effets de l'entraînement cognitif aux activités de la vie quotidienne. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'il y a deux façons de rééduquer les choses. Soit on le fait de manière théorique, avec des exercices papier-crayon comme on a l'habitude de le faire, et dans ce cas, on ne va pas pouvoir mesurer le transfert, ou bien on travaille avec de la réalité virtuelle, où là on va pouvoir mesurer le transfert, mais ce transfert-là n'aura pas forcément un effet sur le bilan de la personne. C'est-à-dire, on peut très bien avoir un bilan qui nous propose un certain scoring, on va dire X. On fait de la réalité virtuelle pendant 6 mois, le patient va avoir beaucoup de répercussions dans son quotidien de manière positive. En revanche, il n'est pas dit qu'on n'ait pas toujours le même bilan X ou X plus 1, plus 2, mais quelque chose d'assez faible. Voilà. Mais par contre, d'un point de vue écologique, on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je vais prendre un autre exemple. Rééduquer la flexibilité seule n'a pas d'effet dans la vie quotidienne, mais rééduquer la mise en place d'autres stratégies faisant appel à de la flexibilité est plus efficace dans le transfert. Pourquoi? En fait, tout simplement, c'est parce que les interventions cognitives sont basées sur l'apprentissage de stratégies cognitives qui seraient les plus à même de mener les transferts dans la vie quotidienne. C'est une information qui est particulièrement pertinente pour le développement de futurs programmes d'intervention en réalité virtuelle,
susceptibles de générer des bénéfices fonctionnels au niveau de la réalisation des activités de la vie quotidienne. On parle bien évidemment de bénéfices fonctionnels, c'est-à-dire écologiques, au plus proche des activités du quotidien, donc de la diminution de l'handicap. Alors on peut maintenant commencer à coupler la neuroimagerie avec la réalité virtuelle et les auteurs ont présenté quelques études qui sont extrêmement intéressantes et qui ont montré qu'un entraînement cognitif chez un patient avec une maladie neurodégénérative ou à risque, il y a des effets à la fois compensatoires et réparateurs qu'on peut mesurer grâce à la neuroimagerie. Donc par exemple, un entraînement de la mémoire à l'aide de l'apprentissage de stratégie augmente l'activation cérébrale dans les régions impliquées dans l'encodage de la mémoire avant l'entraînement, et donc ça induit de nouvelles activations après l'entraînement dans les régions qui n'étaient pas actives avant l'entraînement. C'est-à-dire cette méthode de compensation peut être plus facilement mise en place par la réalité virtuelle parce qu'on permet d'apprendre de nouvelles stratégies. Donc en tout cas, ces résultats suggèrent que l'entraînement cognitif de type stratégique facilite le recrutement d'un réseau cérébral alternatif intact pour compenser le réseau primaire altéré chez ces patients. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours appris à l'université, c'était de pouvoir essayer, et en stage bien évidemment, de pouvoir essayer de trouver des chemins compensatoires pour justement mettre en place d'autres stratégies. Sauf qu'en fait, en papier-crayon, c'était extrêmement compliqué de le faire. Mais la réalité virtuelle, elle nous permettrait peut-être de pouvoir mettre en place d'autres stratégies beaucoup plus efficaces et des alternatives efficaces pour nos patients. Alors pour conclure, la réalité virtuelle, elle a un potentiel considérable pour mesurer et entraîner les capacités cognitives dans les conditions proches de la vie quotidienne, mais ça de toute façon maintenant vous en êtes bien conscient. Et tout ça va nous permettre, grâce aux avancées technologiques, au réalisme, de faire en sorte que ce soit des outils très prometteurs pour le développement d'interventions cognitives efficaces chez les patients. Alors dans ce cas-là, issus de maladies de type neurodégénératif, mais ça va permettre également de mesurer les effets de transfert dans les activités proches de la vie quotidienne. Après, les auteurs vont aussi faire une ouverture sur tout ce qui est développement possible pour tout ce qui est télé-réhabilitation, télé-santé, etc., etc., travail à domicile en toute autonomie. Mais bon, encore une fois, je n'ai fait que survoler l'article pour vous mettre les éléments importants. Je vous invite vraiment à le lire. C'est un article qui est en français, qui est disponible. Il est vraiment très intéressant et très enrichissant et il ouvre des perspectives très intéressantes et vraiment, je vous encourage à aller lire ce super article. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.